On n'a jamais détesté apprendre, on a toujours détesté s'ennuyer en apprenant. Alors, aujourd'hui, hop, super, hop, excusez-moi. Rappelez-vous, quand nous étions au collège, ce professeur d'histoire, cette professeure d'anglais, et ce cours où les minutes vous semblaient extraordinairement longues, bien plus longues qu'aujourd'hui. Vous vous rappelez, ce moment où la tête commence à devenir lourde, on entend, on écoute, mais de moins en moins, jusqu'à ce qu'on s'endorme. On a tous vécu ça. Mais on a tous vécu aussi des professeurs extraordinaires, des enseignants ou des formateurs dans le monde professionnel qui nous ont emmenés, qui nous ont fait vivre une expérience d'apprentissage. Et c'est ce genre d'expérience qui vont transformer un morceau de votre vie. L'idée, c'est d'arriver à comprendre un petit peu les mécanismes et les recettes de cet apprentissage qui fonctionne. Pour ma part, j'ai commencé dans un cursus classique avec des responsabilités managériales et j'ai découvert il y a une vingtaine d'années qu'il y avait quelque chose d'extrêmement complexe. C'était la compétence. Comment la définir, comment l'évaluer, mais comment la développer. C'est un sujet pour lequel j'ai décidé de me spécialiser il y a 20 ans. Je l'ai testé auprès de 1000 projets à peu près, et sur 3 millions de personnes, pour voir un petit peu les recettes et les choses qui fonctionnaient. Je vais vous en partager plusieurs. L'idée est de commencer par quelque chose d'un petit peu fun, la fun théorie. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oh, ça a une quarantaine d'années. L'idée était d'expérimenter, quand on veut provoquer des changements, des actions, c'est de réussir à gamifier l'expérience de manière à emmener un maximum de personnes. C'était dans une ville américaine, on voit pas très bien, mais il y avait des problèmes de verre et de verre qui étaient abandonnés partout dans les rues. Et quel que soit le nombre de bennes qu'on pouvait mettre, récupérateurs de verre, et on restait avec des trottoirs inondés de ces bouteilles, de ces cadavres de bouteilles. L'idée a été de gamifier l'expérience comme dans un jeu, dans une fête foraine, avec des trous, des petites lumières qui s'allument, et puis en général on vient avec un panier, un sac avec plusieurs bouteilles à mettre dedans, et au fur et à mesure les lumières vont s'allumer de plus en plus vite, on doit les mettre de plus en plus vite, et il y a un score. Et bien il n'y avait plus aucune bouteille qui traînait par terre, parce que même quand on a son panier, qu'on va les vider dans cette benne, on ramassait les 2-3 bouteilles qui éventuellement traînaient par terre, pour avoir le maximum de score. C'est ces marches qu'on transforme en touches de piano. Pour certains, vous l'avez vu par exemple à la gare Montparnasse, ça arrive de temps en temps. L'idée est de faire marcher les personnes, les voyageurs, et leur faire éviter l'escalator. Dès qu'on met un petit peu de gamification et de jeu comme ça, des éléments un peu ludiques, on vient provoquer beaucoup plus facilement l'engagement des apprenants. Une autre idée, c'est celle inspirée du jeu vidéo qui s'appelle le level design. C'est cette dynamique, ce flow que nous avons. En fait, si jamais le contenu, l'apprentissage est bien trop élevé, la marche est un petit peu haute pour vous, on va tomber dans la frustration. Au contraire, si c'est trop trivial, trop facile, trop simple, vous allez tomber dans l'ennui. Et il faut donc identifier quelle est la courbe qui doit être une courbe avec des fluctuations sinusoïdales, c'est-à-dire avec des moments plus faciles, je reprends confiance en moi, je vois que je maîtrise, j'ai bien compris, j'ai cette petite récompense pour avant refranchir un nouveau palier. Mais on a cette zone qu'on va appeler le level design, le flow, cette dynamique d'apprentissage qui doit être suffisamment haute, mais pas trop haute non plus. Ce sont des petites stratégies, et dans la gamification, il y a pour moi un modèle qui est le plus complet aujourd'hui, c'est Yu Keishu, donc un Taïwanais, qui a créé le modèle Octalysis. Il a, à la base, c'est un auditeur de jeux vidéo qui vient noter et identifier le succès potentiel d'un jeu vidéo, et par cet audit, en fait, a trouvé 8 critères qui permettent de caractériser et qui vont faire que le jeu va être quelque chose d'efficace ou non. En particulier, le sens, par exemple. Quelle est l'histoire, quelle est la quête, quelle est l'intrigue, quel est le sens, pourquoi je dois aller au bout de ce jeu, pourquoi tu vas me garder pendant des heures et des heures. Donc c'est ce qu'on va appeler en formation le storytelling, quelle histoire, le sens que vous allez donner dans la formation. On utilise beaucoup cela aujourd'hui dans la formation parce que on va y trouver le fait d'accéder à des contenus que les autres n'ont pas, le fait d'être dans un classement parce qu'on est dans la compétition, on va y trouver énormément de choses. Mais ces 8 caractéristiques, même s'il le fait évoluer avec un 9e qu'il est en train de faire apparaître, aujourd'hui c'est 8 composantes du succès d'un jeu vidéo. Et on peut s'en inspirer aujourd'hui quand on crée une formation. Ce que j'adore et ce qui marche très très bien, c'est le minimalisme. Il faut faire le plus simple possible toujours.
Il y a quand même, si vous vous rappelez de Yahoo à l'époque, pour ceux qui sont de ma génération, le premier moteur de recherche qui fonctionnait, vous aviez le CAC 40, la météo en Chine, les informations, etc. C'était une page extrêmement surchargée. Google est arrivé avec une page blanche et un rectangle blanc. Et on avait juste à taper dedans ce qu'on recherchait. C'est pour moi une des grandes raisons du succès d'Apple, même si après son moteur a été nettement plus performant. Le minimalisme, c'est aussi dans les règles. Quand on va chercher à gamifier une formation, un apprentissage, le rendre ludique, etc., ce qu'on va appeler le gameplay doit être extrêmement simple, clair. Hors de question d'apprendre pendant 3/4 d'heure des règles avec 17 pouvoirs magiques ultra compliqués, mais j'ai oublié ceci, etc. On doit vraiment être toujours au plus simple possible et le plus minimaliste possible. Le choc des images, le visuel, l'impact, ce qu'on va appeler UI dans le jeu vidéo, est vraiment très très important aussi. Parfois juste une image, une couleur, une petite baseline, etc. Il faut jamais négliger ce qu'on appelle l'UI, l'interface. Et pour moi, Google est un des très bons exemples d'interface. Après, il y a des petites astuces dans le jeu vidéo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dark pattern, c'est-à-dire, vous savez, ces petites pastilles rouges que vous avez, hein, vous en avez plein. Je pense que si vous voyez votre écran de téléphone comme ça, vous avez qu'une seule chose en tête. Merci pour votre participation. Non, laissez-moi tout seul. C'est de les enlever. On a envie de cliquer sur l'icône quand même. En fait, c'est pas des triangles verts. Hein. C'est pas des petites barres ou etc. C'est des ronds rouges. Un rond rouge pour votre cerveau, c'est un bouton d'acné. C'est un truc à gratter, c'est un truc à enlever. C'est un truc qui est pas bon. Le rouge, c'est pas bon. Mais la symbolique, elle est là. Hein. C'est pour ça que c'est des ronds rouges. Et on n'a qu'une envie, c'est voilà. Mais l'application, elle n'a qu'une envie, hein, c'est que vous alliez la voir. Donc c'est pour ça que on a des petites techniques après comme ça. Donc l'idée, c'est de vous présenter une ou deux situations dans lesquelles j'ai mis en pratique la gamification, de vous expliquer un petit peu la démarche et voir ce que j'en ressors. Il était une fois. Parce que la première des choses, par rapport à un projet qui était sur vraiment très compliqué, formé sur la réglementation de la propriété intellectuelle. Donc pour des créateurs d'entreprises, pour des inventeurs, pour des services, voilà, comprendre un petit peu tout ce qui est INPI, AFNOR, comment se protéger, les risques, les assurances, etc. Donc on est sur quelque chose qui est réglementaire et qui est très compliqué et qui est surtout pas motivant quand on est un inventeur. On va aller au bout de son idée, ou on veut développer son business, etc. C'est pas les éléments juridiques qui vont nous intéresser. Donc là, on a créé un gros storytelling, mais avant toute chose, à qui on va s'adresser. Et là, c'est vraiment la partie la plus importante, c'est qui notre cible. Il écoute quoi comme musique, il aime quoi. Est-ce qu'il est technophile? Est-ce qu'il a l'habitude de jouer, est-ce quel âge il a, quelles sont ses habitudes, les sports, etc. C'est vraiment de rentrer au plus près possible de la cible pour bien la comprendre. Parfois, la cible est hétérogène, ça rend les choses complexes. On va faire 2 ou 3 personnages principaux pour bien découvrir la cible et pour pouvoir créer quelque chose qui lui correspond. La deuxième étape, c'est de commencer le storytelling. Donc on commence avec, là on a choisi une héroïne en l'occurrence, et dans le synopsis, dans l'idée, on s'est inspiré un peu d'Iron Man. Donc c'est une orpheline qui vit vraiment reclus en haut d'une montagne, mais une inventeuse de génie qui a beaucoup de moyens parce qu'il y a un grand héritage, et elle fabrique énormément de choses, et comme elle est très loin de tout commerce, de toute habitation, elle a même inventé une cabine de téléportation. C'est génial, on s'emmène dans un monde, mais on va découvrir à travers son histoire, ses aventures, en fait, tous les enjeux qu'il y a derrière l'innovation, et c'est ce qu'on va créer, donc tout son univers avec son monde, les personnages secondaires, etc. Et là, on va rentrer donc dans le scénario pédagogique et on va utiliser le schéma narratif. Schéma narratif, vous le retrouvez partout, hein, de Titanic au dernier livre que vous avez lu, dernier roman en tout cas. Donc le héros, la quête, jusqu'à des éléments perturbateurs et les péripéties qui vont petit à petit s'enchaîner au fil de l'eau jusqu'au climax, le moment le plus angoissant. Mais là, tout le monde va mourir, ils sont tous coincés, là, il n'y a plus d'autre option, là, oh là là. Petit à petit, des éléments de résolution jusqu'au dénouement où ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On a souvent ça. Et
il est très important de récupérer, de bien respecter chacune de ces phases. Vous avez tous été frustrés à la fin d'un film ou à la fin d'un livre, où 2 pages avant la fin, ils vont tous mourir, et puis en 2 pages, des martiens arrivent, ils ont sauvé tout le monde, finalement tout va bien. Et on trouve la fin un peu trop courte, et il nous a manqué vraiment des chapitres sur ce moment-là. Donc le schéma narratif, c'est vraiment comme ça qu'on va rencontrer, mais même une expérience d'apprentissage, on va vraiment s'en servir pour pouvoir écrire tout le storyboard. Ensuite, on va créer plein d'éléments et il faut une liberté de choix. Alors dans ce modèle-là, c'est une application, donc on est sur un format 100% en ligne, et l'idée est d'avoir un maximum de liberté. Ce qui fait que l'application, le jeu, va pouvoir s'adapter un petit peu à chacun. Donc on va avoir des chemins qui vont se croiser, parfois 300 chemins, 600 chemins différents. Mais on va avoir des choix, on va plutôt faire ceci, choisir telle option, préférer commencer par cela, etc. Avec une succession d'interactivités qui sont variées et différentes. Et ça donne une super application. Un autre défi que nous avons eu, c'était comment booster les ventes. Pas de budget et une application qui doit démarrer très vite. Eh bien, la réponse a été cette application basée sur le 1000 bornes. Donc là, on est sur une population de vendeurs. Les vendeurs, ils vont aimer plutôt... Voilà la question. Ouais, le challenge, la compétition, etc. Le 1000 bornes, c'est un jeu de cartes d'attaque, de défense. Et donc, on a quelque chose. Le succès de ce jeu, en fait, c'est qu'il était complètement connecté aux ventes. Les objectifs qui étaient dessus étaient complètement réalistes et ajustés par le directeur de magasin chaque matin. S'il y avait des grèves devant le magasin ou quelqu'un de malade, etc., forcément le magasin n'allait pas pouvoir tenir les objectifs, donc il les réajustait. Donc c'était atteignable, c'était réalisable. L'idée était de pouvoir collaborer dans le magasin pour pouvoir affronter un autre magasin, mais même aussi de faire de la compétition entre les vendeurs. Et comme hier j'ai vendu le dernier Mac, j'ai une carte ce matin, et, ça se voit dans le journal, ça remonte dans l'application, donc j'ai une carte d'attaque, je vais pouvoir envoyer le défi à quelqu'un de vendre le même Mac, et tu as 48 heures pour le faire. Mais comme il avait vendu 3 assurances hier, il a la carte défense et je me reprends mon attaque dans la figure. Et tous les matins, c'était 1 minute. Petit jeu, petite information, breaking news, petite actualité, petite notification ou argument de vente spécifique sur l'ordinateur, etc. Mais derrière, le jeu, compétition, collaboration. On est vraiment dans l'environnement de travail, donc ça c'est vraiment très important, et complètement connecté à la réalité. Ça a été un énorme succès, jusqu'à 98% des vendeurs jouent avec tous les matins, 90 au plus bas, et plus 30% sur les ventes de ce qui était dans l'application. Il y a eu plusieurs saisons. Un jeu comme ça, par contre, on s'en lasse. Donc, 3 semaines, on bloque le jeu et on revient 2 mois après avec de nouvelles cartes, avec de nouveaux défis, des petites améliorations. On va maintenir comme ça l'intérêt. On s'est tous lassés de Candy Crush ou de Rush Royale au bout d'un moment. Donc, ce qu'il faut retenir, ce que moi j'ai compris, c'est que la première étape, c'est vraiment de comprendre notre cible. C'est vraiment cette partie comprendre. Jusqu'à l'engagement, c'est la moitié du temps de préparation d'une expérience d'apprentissage pour moi réussie. C'est-à-dire ce que l'on veut transformer, la cible et les objectifs pédagogiques. La taxonomie de Bloom, c'est très bien, très utile. Tout le monde doit connaître ça obligatoirement. Engager, donc c'est le sens, le storytelling, la gamification. Le sens, c'est quelque chose d'hyper important. Donner du sens, encore plus pour cette nouvelle génération qui arrive, c'est essentiel. S'il n'y a pas suffisamment de sens de donner derrière, l'objectif final, vous n'emmènerez personne. Storytelling, on l'a vu. La gamification, c'est vraiment, c'est pas créer un jeu, c'est récupérer dans la gamification les leviers motivationnels du jeu. Qu'est-ce qui vous plaît? On a tous envie de jouer. Par contre, on n'a pas envie de jouer sur son lieu de travail. Si c'est une formation professionnelle, pas envie de jouer sur son lieu de travail. Par contre, on a envie qu'il y ait des éléments ludiques qui viennent nous motiver en fait et entretenir le jeu. Et dans la gamification, voilà. Et comme on me fait signe, il faut faire vivre. Faire vivre, ça c'est l'émotion. Et ça, souvent, c'est quelque chose que l'on voit de moins en moins dans la formation. Pourtant, c'est clé. Vous vous rappelez de choses qui sont associées à une émotion forte. Le premier bisou, vous saviez quelle était la musique qui passait ou quelle robe elle portait. Dès qu'il y a une émotion forte, dès que on sait qu'on vient renforcer l'apprentissage, et pourtant on aseptise un peu trop les formations quelles qu'elles soient.
La liberté, le choix, laissez-moi expérimenter, vivre des choses un petit peu à mon rythme, comme moi j'en ai envie, par le sens dans lequel moi j'en ai envie. Le flow, le level design, comme on voyait, qui vient maintenir votre niveau d'attention. Quand vous jouez à Rush Royale, ou peu importe le jeu, Clash of Clans, etc., vous allez remarquer que si vous avez 10 combats que vous avez perdus, 10 niveaux, enfin un niveau que vous n'arrivez pas à passer au bout du 10e fois, bizarrement, vous aurez un super bonus, un super joker, ou alors des adversaires qui seront beaucoup moins forts que vous. Parce que le jeu sait que si jamais vous continuez comme ça, au bout du 20e combat, vous allez stopper l'application, vous n'y jouerez plus. Eh bien, il faut pouvoir s'adapter comme ça au niveau. Pour pouvoir maintenir l'intérêt, il faut que ce soit suffisamment difficile, mais pas trop non plus. Il faut se sentir progresser. Et là, le feedback, au fur et à mesure de l'apprentissage, je dois savoir où moi je me positionne. Comment j'avance? Est-ce que je vais sur un mauvais terrain ou est-ce que je vais sur la bonne piste ou pas? Il faut pas trop laisser longtemps. Il faut pas progresser dans l'échec. Il faut petit à petit, donner des repères, recadrer, mais savoir comment moi je me situe. Il faut absolument cette récompense. Cette récompense, elle est, alors en digital, c'est facile. Hein, on peut avoir des objets, des skins, des emotes, enfin des choses comme ça. Ça peut être un classement. Il y a plein de façons de récompenser, développer un monde, un niveau, etc. Mais la récompense, c'est vraiment quelque chose qui vient stimuler fortement et qui vient appuyer le sens que vous avez donné à votre expérience d'apprentissage. La sensation de grandir, ça c'est ce qui va renforcer le fait que j'aurai toujours envie d'apprendre. Le sentiment de grandir, c'est-à-dire qu'on va me dire, en termes de pédagogie aussi, voilà, tu sais faire ça maintenant, tu as appris cela, tu vas apprendre cela, tu sais faire ceci, etc. Il faut que je le sente, c'est ce qui va vraiment me motiver. Ancrer la répétition, c'est que c'est une des mères de la pédagogie, de pouvoir répéter. Répéter, c'est pas forcément répéter 3 fois ce matin, c'est peut-être une semaine après. Avec le digital, c'est génial, parce que quand on a fait une formation sur quelque chose d'un petit peu réglementaire, un petit peu fastidieux au premier abord, c'est intéressant d'avoir une question toutes les semaines, pendant 3 mois, pour revenir dessus, se remémorer les choses, et on sait que là, on vient multiplier par 7 la capacité de mémorisation. Sublimer la mise en action, le transfert avec le terrain, il faut que ce soit le plus pragmatique possible. Il y a des formations où on va se faire un jeu, on va imaginer qu'on part sur la Lune, c'est génial pour apprendre le management et les difficultés, mais parfois j'ai du mal à le mettre, et à le transcrire, à le transférer dans mon quotidien professionnel. Donc ça aussi, c'est vraiment très important pour ancrer la formation. La sublimer, c'est du marketing. Le visuel, le sound design, l'expérience globale qu'on va appeler l'UX. Dans le sound design, c'est vraiment un élément très important. Une vidéo dont le son est de moins bonne qualité, vous fatiguerez beaucoup plus vite au bout d'une minute, 1 minute 30. Là où vous seriez capable d'aller aller écouter attentivement, 3 minutes, 4 minutes, une vidéo dont le son est correct. Le sound design, des petits éléments sonores qui viennent ramener des choses, ont un impact vraiment puissant sur l'apprentissage. Alors, gamifier, c'est génial, mais à tout gamifier, si tout est jeu à l'école ou plus tard dans la formation professionnelle, il y a des limites à cela. La principale, c'est le goût de l'effort. Si tout doit être ludique, drôle, gamifié, ben après derrière, est-ce qu'on va avoir le goût de l'effort et de faire des choses un petit peu difficiles? Alors moi, je crois que oui, parce que si en gamifiant la formation, l'apprentissage, quel qu'il soit, on va donner envie d'apprendre. Et on va donc facilement donner envie de continuer d'apprendre et l'effort sera moindre. Donc, et il y a un deuxième problème pour moi à tout gamifier, à tout marketer, merci TikTok, merci toutes ces applications-là, qui nous rendent complètement hyper connectés, c'est que notre cerveau n'a plus ce temps de s'ennuyer, n'a plus le temps de ranger les choses, d'observer, mais surtout de s'ennuyer pour imaginer et créer. L'imagination, elle se crée dans l'ennui. Et aujourd'hui, on peut pas rester 10 minutes à attendre chez le dentiste ou dans un bus ou peut-être certainement là en attendant que ça démarre. Vous avez sorti vos téléphones, regardez un mail, regardez un LinkedIn ou autre, etc. On déteste s'ennuyer. Laissons le temps à nos cerveaux de se fragmenter, de s'ennuyer pour ranger les éléments, permettre de développer l'apprentissage. Ça, c'est effectivement un vrai risque sur la gamification. Bref, on n'a jamais détesté apprendre. Ce qu'on déteste, c'est s'ennuyer en apprenant. Donc moi, je vous invite à utiliser toutes ces mécaniques de gamification. Merci.